Bonjour à toutes et à tous. On va commencer, si vous le voulez bien. Cette conférence, elle s'inscrit dans un cycle où il y a eu plusieurs débats, plusieurs formations sur les questions d'extrême droite, sur les questions de ce qu'est l'extrême droite, de comment on lutte contre l'extrême droite, évidemment parlementaire, mais il nous semblait aussi important d'avoir un temps sur ce que sont les groupuscules d'extrême droite, ce que disent les groupuscules d'extrême droite, leur relation avec l'extrême droite institutionnelle, leur relation avec les parlementaires du Rassemblement national, et y compris du parti d'Éric Ciotti, parce qu'on vit dans un contexte politique national où la recrudescence des agressions racistes, des attaques de groupuscules néo-nazis en France, elle s'accélère. Évidemment, on a eu l'exemple de l'attaque de nos camarades de Young Struggle, à qui je profite de ce moment pour renouveler notre solidarité en plein Paris. On a eu l'attaque du bar du Prolet à Alès, et on a un certain nombre de faits qui sont disséminés sur le territoire, mais qui s'accumulent sur les dernières semaines et les derniers mois. Et contrairement à ce que certains veulent faire croire, ce ne sont pas des faits isolés, ce ne sont pas des éléments folkloriques ou qui sont en marge de l'extrême droite, c'est vraiment la matrice de l'extrême droite, c'est-à-dire une violence qui veut faire valider politiquement un modèle qu'il n'arrive pas aujourd'hui à gagner par les élections encore. Et ils pensent que par une solution violente, par l'intimidation, la menace, le harcèlement, ils peuvent avancer leur projet de société. Et de l'autre côté, on a ce versant institutionnel dont j'évoquais les partis tout à l'heure, qui essayent de dire qu'ils n'ont aucun lien avec ces groupuscules, que toutes ces actions ne les représentent pas, sans jamais les condamner de manière claire. Et on va le voir par nos différents intervenantes et intervenants. Il y a des passerelles aujourd'hui entre ces groupuscules-là, notamment via les collaborateurs parlementaires, via la présence dans certaines manifestations, via la présence dans certains colloques. Et cette nébuleuse, ces groupuscules d'extrême droite, ça dépasse largement les quelques groupuscules qu'on connaît qui agissent. Ça a aussi infiltré le monde étudiant via des syndicats, et notamment l'UNI, où on a eu un certain nombre de révélations ces dernières semaines, via la cocarde étudiante, qui est un vivier de recrutement pour les députés du RN qui prennent des collaboratrices et des collaborateurs. Et cette conférence, elle a pour objectif de sortir du mythe qu'il y aurait une extrême droite violente, marginale, de quelques centaines d'individus qui agissent dans des groupuscules, et de l'autre côté, une extrême droite parlementaire qui serait, elle, respectable, présentable, qui serait un parti comme les autres, qui se présente aux élections et qui pourrait concourir et représenter un courant politique tout à fait normal. Pour parler de tout ça, on a le plaisir d'avoir avec nous Daphné Deschamps, qui est journaliste au pôle enquête de Street Press et qui mène un travail sur l'extrême droite depuis plusieurs années. Nous avons Inès Djelida, qui est co-animatrice du réseau Insoumis Antifasciste avec Alain de Brunon, un réseau qui a été créé il y a quelques mois et qui mène une bataille très importante partout sur le territoire contre l'extrême droite. Et on a Antoine Etcheto, qui est journaliste vidéo chez Pure Politique et qui nous dira aussi les liens notamment entre les groupuscules, le RN et Reconquête. Je vais donner la parole à Daphné. J'aimerais que tu nous parles de la typologie de ces groupes-là, de leur évolution. Notamment, je parlais de l'UNI, de la cocarde. Quel lien, quel relais ils ont dans l'extrême droite parlementaire? Quelles sont les passerelles qu'il y a aujourd'hui entre ces groupuscules-là et des partis qui se disent des partis institutionnels, mais qui vont puiser dans le vivier de groupuscules qui sont aujourd'hui des groupuscules néo-nazis et violents? Bonjour, vous m'entendez tous bien, c'est bon? Super. Désolée pour le retard, j'étais dans les bouchons. Merci pour l'invitation. Avant de commencer à répondre à la question, je voulais aussi dire merci à Maxime qui a organisé la conférence, parce que je fais beaucoup de conférences comme ça, mais c'est rare que le cadrage soit précis et cadré. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, je voulais le noter, parce que je trouve qu'il a fait un très bon travail là-dessus. Parce que souvent, quand on fait des conférences comme ça sur l'extrême droite, ça fait peur. Et c'est des trucs assez flous et on essaye un peu de tout mettre dans le même sac. Donc moi, j'apprécie quand les choses sont bien cadrées et quand les termes sont bien précis. Ça tombe bien parce que du coup, on me demande d'être précise. Alors, sans rentrer dans une entomologie des groupuscules d'extrême droite, ça, si vous voulez, on fait ça régulièrement sur Street Press. On a une cartographie des groupuscules d'extrême droite où on peut rentrer dans la très grande précision. On essaye en tout cas. Il faut comprendre comment fonctionnent les groupuscules d'extrême droite en France aujourd'hui. On a 3 grandes catégories, à savoir les identitaires, les nationalistes révolutionnaires et les royalistes. Les identitaires sont ceux que vous allez voir le plus souvent normalisés. Ça va être les héritiers de groupuscules comme Génération Identitaire qui vont se retrouver sous d'autres noms. Aujourd'hui, ça va être
Argos, les natifs, pour des noms que vous pouvez entendre régulièrement. Les natifs, par exemple, c'est ceux qui avaient déployé une banderole anti-Aya Nakamura et qui ont été jugés en juin dernier. Oui, c'était en juin. Je sais plus, fin mai ou début juin, un des deux. Donc voilà, ça va être des héritiers de génération identitaire qui vont défendre des thèses qu'on appelle identitaires, donc défendre l'identité européenne, avec au fond du fond toujours une défense de la race blanche, mais ça va être quelque chose d'assez large. Ils vont utiliser ce qu'on appelle de l'agite-prop, c'est-à-dire ils vont faire des coups d'éclat qui ne sont pas forcément des actions qui sont violentes, qui ne sont pas forcément des actions... Enfin, les actions officielles ne sont pas forcément violentes, ne sont pas forcément agressives, mais vont avoir pour but de faire parler d'eux. Un autre groupe identitaire, ça va être par exemple le collectif Némésis, qui est fémonationaliste, mais qui puise énormément dans l'idéologie identitaire. Ensuite, on va avoir les nationalistes révolutionnaires. Donc ça, c'est ceux qui sont le plus visuellement frappants. C'est ceux où, quand on pense groupuscule d'extrême droite, vous allez penser à eux. C'est le groupe Union Défense. Donc le GUD, c'est les Zouaves Paris, c'est Lyon Populaire. Voilà, c'est ceux qui vont faire des descentes racistes complètement cagoulées. C'est ceux qui vont défiler avec des drapeaux croix celtiques à Paris tous les ans. Donc pour le défilé du comité du 9 mai. Voilà, c'est ceux que, quand vous pensez groupuscule d'extrême droite, vous allez penser à eux. Et eux, pour le coup, font assez peu d'agite-prop. Ils font assez peu d'actions qui ont pour but d'être médiatisées. Ils font vraiment de l'action agressive. Ils vont être beaucoup au contact physique. Je dis au contact parce que... Voilà, mais ils vont beaucoup s'en prendre à des groupes de gauche. Ça va être attaque de cortèges syndicaux ou de cortèges politiques. Par exemple, il y a eu plusieurs attaques de cortèges du NPA pendant des mouvements sociaux, ce genre de choses. Ça va être attaque de militants isolés. Donc ça peut être parce que vous portez un t-shirt d'une organisation de gauche, d'un syndicat. Typiquement, hier, j'ai croisé dans le bus un garçon qui vient d'une ville que je ne préciserai pas pour ne pas le mettre en danger, mais qui portait un t-shirt pro-Palestine, qui est un t-shirt produit par l'AFA Paris Banlieue, et qui s'est fait agresser dans la rue, dans sa ville, à cause du fait qu'il portait ce t-shirt. Il a été visé pour ça. C'est outre mesure un militant politique, mais il a été visé parce qu'il a été identifié en tant que militant politique. Voilà, et c'est ceux qui vont le plus organiser des descentes racistes. Voilà, ça va être des images que vous pouvez voir très régulièrement, notamment à Lyon, par exemple, il y en a beaucoup. Ça va être aussi les gens qui peuvent attaquer des bars de gauche. Alors, le Saint-Sauveur, il y a quelques années à Paris, le Prolet, il y a quelques mois à Alès, mais pas que. Ça va être aussi des attaques de réunions, une réunion pro-Palestine à Lyon en novembre 2023, enfin, voilà, ce genre de choses. Et la dernière catégorie, c'est les royalistes. Alors en général, les royalistes, techniquement, il y a plusieurs sous-groupes et sous-catégories, mais il y en a une seule qui est vraiment importante parce qu'il y en a une seule qui est vraiment dynamique aujourd'hui, c'est l'Action française, qui revendique d'être l'association politique la plus ancienne de France. Il y a débat, mais en tant qu'association politique, entre guillemets, majeure et stable, je pense que c'est le cas. C'est une des plus anciennes de France. Et l'Action française qui va, donc du coup... qui défend une idéologie royaliste, antisémite, bien évidemment, parce qu'au cœur de l'idéologie de l'Action française, il y a Charles Maurras, qui est donc profondément antisémite, et cette idée aussi d'un catholicisme intégriste, plus ou moins diffus, mais qu'on va retrouver de manière plus ou moins diffuse dans chacune de ces catégories. Et après, c'est moins groupusculaire, mais nous, on les range quand même dans cette catégorie-là. Il y a ce qu'on va appeler les intégristes religieux. Alors nous, on travaille principalement sur la mouvance catho-intégriste parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Et donc du coup, ça va être des organisations comme SOS Calvaire, la Fraternité Saint-Pédis, qui vont vraiment promouvoir un endoctrinement catholique très intégriste, anti-IVG, pas forcément masculiniste au sens général du terme, mais très anti-féministe, très anti-femme de manière générale, très homophobe bien évidemment, très transphobe, mais ça va sans dire. Et après, voilà, il y a quelques groupuscules qui sont aussi principalement, on appelle ça des confusionnistes, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose d'un petit peu attrape-tout pour promouvoir quelque chose qui est profondément, en général, réactionnaire ou haineux, mais qui ne donne pas forcément l'impression de l'être au premier abord, mais en fait, dès qu'on creuse un petit peu le vernis, on se rend très vite compte de qui on a affaire. Et souvent, un des principaux moteurs des confusionnistes, ça va être l'antisémitisme.
l'antisémitisme qui n'est pas du tout résiduel en France, et surtout pas à l'extrême droite. C'est quelque chose qui est un vrai moteur chez les groupuscules, et qui est un moteur d'ailleurs aussi au Rassemblement national et à Reconquête, mais pas de la même manière. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour la catégorisation. Si vous voulez rentrer plus en détail là-dessus, nous à Street Press on produit donc une cartographie des groupuscules d'extrême droite qui est disponible en ligne, qui est disponible sur notre site, que je suis censée mettre à jour à la rentrée parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions ces derniers mois, mais voilà, elle est interactive. Vous pouvez juste chercher le nom de votre ville et voir ce qu'il y a autour de chez vous, ou vous pouvez chercher par catégorie, est-ce que vous cherchez des hooligans ou quoi. Enfin, il y a un peu de tout. Voilà, nous. Après, ce qu'on fait dans notre travail, en plus de ce travail d'enquête sur les groupuscules, c'est documenter qu'est-ce qu'ils font et en quoi est-ce qu'ils sont vraiment dangereux pour la société. Parce que, outre les descentes racistes et les attaques de personnes qui se multiplient, mais restent dans les faits peu nombreuses par rapport à la population générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que le nombre de militants dans les groupuscules qui sont vraiment actifs, ça va être quelques milliers, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà un vrai danger, mais ce qui ne représente pas grand-chose par rapport à la population générale. Et ce n'est pas ces quelques milliers de groupuscules qui font que le RN est aujourd'hui aussi haut dans les sondages, est aux portes du pouvoir, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le rôle de ces groupuscules en tant qu'en fait avant-garde du fascisme et petite main. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le titre de la conférence, du coup, quand les groupuscules font le sale boulot, parce qu'en fait, ils font le sale boulot, dans tous les sens du terme. Ils font le boulot violent. C'est très documenté qu'ils font le service d'ordre depuis des années. Le DPS, donc le service d'ordre du Rassemblement national, a été alimenté par des groupuscules pendant des années. Aujourd'hui, c'est moins documenté. Ils font aussi, c'est donc aussi des petites mains à l'Assemblée nationale, notamment, mais pas que. Je ne sais pas combien d'entre vous sont collaborateurs parlementaires ou élus ou travaillent avec les institutions dans cette salle, mais dans les faits, vous les croisez si vous êtes dans les institutions. Alors effectivement, nous, on documente beaucoup les liens des collaborateurs parlementaires du RN avec ces groupuscules. En novembre 2023, on a sorti une enquête qui en recensait plus de 50, donc c'était avant la dernière élection, donc il y avait moins de députés RN. En un mois de travail, même pas un mois en fait, puisqu'on travaille sur d'autres articles aussi, à deux, on en a documenté plus d'une cinquantaine, et c'était avec des enquêtes uniquement en source ouverte, c'est-à-dire des informations qui étaient disponibles sur Internet publiquement. Alors effectivement, ça implique de savoir où chercher, mais enfin voilà, c'était pas des gens qui se cachaient, on va dire. Et en vrai, ces derniers temps, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait des révélations sur des collaborateurs parlementaires du Rassemblement national principalement, mais aussi du coup de UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui ont des liens avec des groupuscules, qui sont violents, qui ont des comptes Facebook ou Twitter où ils tiennent des propos racistes et tous les types de discrimination possibles et imaginables. On a aussi des parlementaires d'extrême droite qui sont tout simplement issus de ces mouvements-là aussi, ou qui ont eux-mêmes un passé qui n'est pas forcément lié aux groupuscules, mais qui est lié aux mêmes idéologies. Et puis, tout simplement, sur le terrain, en fait, les petites mains de l'extrême droite, des partis politiques d'extrême droite, sont aussi des gens liés à des groupuscules. Un exemple récent, ça va être Tiffany Joncourt, qui est députée du Rhône, qui du coup a été élue, je ne sais plus si elle a été élue en 2024, si je ne me trompe pas. Tiffany Joncourt, déjà pendant sa campagne, donc pendant la campagne de juin 2024, moi c'est des Lyonnais qui m'envoient une vidéo de gens qui sont en train de coller pour Tiffany Joncourt à mes yeux, donc dans la banlieue de Lyon, dans la Circo où elle a été élue. Et on me dit, ouais, ils avaient un discours quand même très formé et très marqué. C'était pas juste des militants RN. Moi, je regarde la vidéo, effectivement, un des mecs qui colle, c'est Victor Guy, porte-parole des Remparts, donc du coup, héritier local de Génération Identitaire, dont le frère Calixte Guy est numéro 2 de Lyon Populaire, le groupuscule nationaliste révolutionnaire local, et dont le deuxième frère, Paul Éloi, est un ancien leader de l'Action française. Voilà, c'est une super famille. Leur mère et leur oncle sont élus RN et le père est militaire. C'est une super famille. J'ai fait un article entier dessus si vous voulez. Ils sont super. J'ai revu Calixte il y a quelques mois au C9M, donc à Paris. Il était complètement cagoulé et il était très mécontent de me voir. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bref, ces gens-là collent pour Tiffany Joncourt. Et c'est pas anodin, parce qu'en fait, Tiffany Joncourt, c'est pas n'importe qui. Son mari, Maxime Gaucher, c'est un hooligan néo-nazi de Lyon.
Bon, il y a toute une histoire. Pareil, j'ai fait un portrait de Tiffany Joncourt si vous voulez plus de détails. Son mari, c'est un hooligan néo-nazi, et elle est amie avec tous les identitaires de Lyon depuis plus de 10 ans. Et pas n'importe lesquels. Hein. Un qui est connu pour son grand amour de maniage de couteaux dans les rues de Lyon, enfin, des cadres, des figures publiques. Enfin, elle est amie avec tout le monde. Et aujourd'hui, cette dame est à l'Assemblée nationale. Il y a quelques questions qui lui ont été posées sur BFM Lyon par un journaliste politique de BFM Lyon qui a essayé de lui rentrer dedans. Elle lui a dit qu'il était misogyne de lui poser la question de pourquoi son mari était nazi. Voilà. Mais sinon, tout le monde s'en fout. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et puis, lui nous fait un procès parce que sinon, c'est pas drôle. On va gagner, mais bon, ça s'appelle une procédure bâillon, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour vous donner un exemple de député actuellement à l'Assemblée, actuellement élu. Donc voilà, l'idée des brebis galeuses du Rassemblement national, légende urbaine à mes yeux. Mais voilà, donc ça, c'est pour les élus. Et après, il y a la question de la cocarde et de l'UNI. Alors, la cocarde et l'UNI, c'est des syndicats étudiants d'extrême droite. La cocarde, c'est issu d'une scission de l'UNI qui considérait que l'UNI était plus assez à droite. Il s'avère qu'à l'époque, du coup, quand la cocarde s'en va, l'UNI est moins à droite, puisque les plus extrêmes droites sont partis. Bon, ça reste un syndicat de droite, mais ils sont vaguement gaullistes. Vaguement. Ces derniers temps, globalement, ils sont tous d'extrême droite. Il y en a qui choisissent leur camp, c'est Rassemblement national ou Reconquête, mais ils sont tous d'extrême droite. À l'UNI, récemment, il y a eu ce qu'on appelle une épidémie de salut nazi, parce que quand on a 15 personnes qu'en font et qu'après ils font des jeux de cartes antisémites avec leur propre tête, c'est une épidémie. À la cocarde, il y a un historique monumental de gens qui sont violents, qui s'en prennent à des étudiants de gauche, qui font des déblocages d'université, qui sont liés à des groupuscules d'extrême droite violents. Alors à Paris, il y a eu beaucoup de liens avec ce qu'on appelait les Zouaves Paris, qui est une espèce d'entre-deux entre le GUD et ce qui est aujourd'hui les Hussards Paris. Enfin voilà, c'est des périodes transitionnelles parce qu'au gré des dissolutions, ils changent de nom, mais c'est tout le temps les mêmes gens. C'est pour ça que c'est un peu chiant de les suivre et que des fois, les dissolutions, c'est pas forcément la meilleure des stratégies, ça dépend. Typiquement, sur Génération Identitaire, ça a plutôt bien marché quand ça a fait fermer des locaux. Mais voilà, juste dissoudre un groupe sans faire d'action précise pour empêcher après, souvent ça marche pas très bien. Alors que si on fait fermer des locaux et ce genre de choses, et si on suit activement les gens, ça marche un petit peu mieux. Voilà, et donc du coup, il y a des vrais liens entre ces syndicats qui sont des viviers de recrutement et le Rassemblement national. Aujourd'hui, on a Pierre Romain-Thionnet, qui a été le numéro 2 de Jordan Bardella pendant très longtemps. Ça a été son assistant parlementaire au Parlement européen. Il a écrit une bonne partie de ses discours. Il a cité des nazis dans des discours qu'il a fait au Parlement européen. Ça choque personne. Pierre Romain-Thionnet, qui est donc l'ancien secrétaire de la cocarde, qui est aujourd'hui député européen. Il a été élu en juin. Et lui, il a plein d'amis. Alors lui, il n'a jamais été coupable de violence. Le maximum des violences qu'il a fait, c'est un déblocage d'université en 2018. Enfin, des violences documentées. Mais par contre, ses potes, ils en ont fait plein. Ils ont déblocage d'université. Il est ami avec il a fréquenté des mecs du GUD. Aujourd'hui, pour éviter toute diffamation, puisque au Rassemblement national, ils ont la diffamation facile. Aujourd'hui, ce n'est pas documenté. Mais quand il était étudiant, il fréquentait énormément de gens d'extrême droite et de groupuscules. Même si lui ne s'est jamais rendu coupable de violence officiellement. Et voilà, donc en gros, tous ces gens-là se connaissent très bien et effectivement, les groupuscules font le sale boulot, font le petit travail en fait. Parce que il faut se rendre compte que s'il y a beaucoup de gens qui votent à l'extrême droite, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui militent. Et en fait, un parti politique, vous le savez, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Militer, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et il n'y a pas grand monde qui, en fait, est motivé pour faire ça. Et ça demande aussi, typiquement, pour être assistant parlementaire, ça demande un minimum de formation politique, de formation idéologique et de formation tout simplement pratico-pratique. Quand on est assistant parlementaire, il faut s'y connaître en droit ou en com, enfin ça dépend de son rôle, mais voilà, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est pour ça aussi que le Rassemblement national va recruter dans des syndicats étudiants, en général plus dans des licences qui vont être des licences d'histoire, des licences de com, de gestion, ce genre de choses. Mais voilà, ils vont chercher ces gens-là parce que c'est des gens qui sont formés, qui sont motivés, qui sont jeunes aussi, donc qui ont du temps libre, parce que vous le savez aussi, quand on a une famille, on a moins le temps de militer. Et voilà, c'est des gens qui vont servir de petites mains.
Il y en a une partie qui vont se faire arrêter pour diverses raisons. Ça va être des violences, des banderoles, comme j'ai cité. Sur la banderole Aya Nakamura, il y avait donc une assistante parlementaire, d'une super parlementaire, Caroline Parmentier. Pour ceux qui la connaissent, je crois qu'Antoine, tu vas plus en parler en détail. Voilà, et je pense que je dépasse le temps qui m'est imparti. Désolée, j'ai du mal à m'arrêter quand je parle de nazis. Désolée, j'ai beaucoup dépassé. Non, c'est 34 secondes de dépassement, donc c'est parfait. Justement, je vais donner la parole à Antoine. Si tu peux nous décrire justement les liens, encore une fois, entre ces groupuscules, le RN, Reconquête, ces profils qui sont issus de ces sphères radicales et qui essayent de se blanchir quelque part en devenant des assistants parlementaires et des collaborateurs. Et il y a plusieurs cas emblématiques, tu vas l'évoquer, je pense Caroline Parmentier, le rôle des zouaves dans certains meetings, les militants identitaires dans les structures des jeunes. Si tu peux nous donner un regard sur ce fonctionnement qui peut paraître nébuleux, mais qui est en vérité très très organisé. Oui, en fait, donc bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Antoine Chetto, je suis journaliste et vidéaste. Je suis moins spécialisé que ma consoeur sur l'extrême droite violente. Par contre, j'ai une casquette de journaliste parlementaire. Donc moi, je suis en contact avec l'autre côté de la pièce de l'extrême droite, qui est l'extrême droite institutionnelle. Alors, est-ce que l'extrême droite qui s'est institutionnalisée, donc essentiellement le Rassemblement national, est-ce qu'elle a toujours des liens avec les groupuscules violents? Alors, on a vu que c'est plutôt oui. Là, je pense qu'il faut faire la différence entre Reconquête et le Rassemblement national. Reconquête, c'est un parti qui est assez faible, qui n'a aucun élu national. Et donc, c'est un parti qui va recourir pour exister médiatiquement à l'agit-prop. Donc, on va les retrouver devant telle mosquée, devant telle ouverture de centre pour exilés. Et ils vont exister en faisant des coups comme ça, en particulier sur les réseaux, et ils vont drainer derrière eux tout un aéropage donc de gens proches de Civitas, des Croix gammées, des gens du GUD. Donc Reconquête, disons que quelque part ils assument en fait leurs liens, et les liens ils sont évidents, c'est-à-dire tout le monde se rappelle le meeting de Villepinte d'Éric Zemmour où on se retrouve avec une dizaine de zouaves Paris qui agressent les militants d'SOS Racisme qui étaient venus faire une action. Mais plus localement, on sait aussi que le parti d'Éric Zemmour a des liens avec les groupuscules régionaux. Donc moi, je pense par exemple à la Ligue du Midi où en 2021, il y a eu des grosses bagarres à Nîmes en marge de rassemblement pour Éric Zemmour où le service d'ordre, c'était ce groupuscule violent avec la famille Roudy à sa tête. Donc voilà, disons que Reconquête, ils ne sont pas du tout dans la même stratégie de dédiabolisation que le Rassemblement national. Et ils ont pu, au moment de la campagne, attirer vers eux des gens comme Philippe Vardon, donc, qui est une figure du bloc identitaire, ou Damien Rieu, qui étaient des gens proches du RN, qui faisaient partie par exemple du Rassemblement Bleu Marine, et qui ont, on peut penser à Marion Maréchal aussi, qui sont allés vers Reconquête parce qu'il y avait une dynamique à ce moment-là. Sauf que maintenant la dynamique elle s'est essoufflée et donc reste essentiellement le Rassemblement national qui lui pour le coup depuis plusieurs décennies est dans une stratégie de dédiabolisation. Les journalistes on a appelé ça la stratégie de la cravate, ça fait référence au film de Mathias Théry et Étienne Chailloux qui suit un jeune militant frontiste qui va être remaquillé en personne bien sous tout rapport, donc ils ont tendance à s'habiller en mettant ils donnent un visage rassurant. Sauf qu'en fait, quand on va un tout petit peu au-delà du vernis, on se rend compte que le RN reste un parti où il y a des gens extrêmement radicaux. Alors pas forcément en première ligne, mais dès qu'on creuse un peu. En 72, à sa création, le Rassemblement national, alors les adversaires politiques le rappellent à raison, que c'est un parti qui est lié à des anciens Waffen-SS, à des collabos. Mais le RN, c'est déjà, le FN à ce moment-là, c'est la façade respectable de mouvements comme Ordre Nouveau, c'est-à-dire des partis fascistes qui veulent faire l'unité de tous les groupes nationalistes français. Et derrière Jean-Marie Le Pen, il y a des figures comme François Duprat, donc qui est une figure absolument centrale de l'extrême droite dans les années 80. Donc c'est un homme qui s'est donné pour mission
de réhabiliter le fascisme en France. Donc c'est un négationniste, antisémite convaincu, et qui va finir numéro 2 du FN jusqu'à son assassinat, dans des circonstances troubles. Pour vous situer, c'est l'homme à qui on doit la phrase de Jean-Marie Le Pen, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'étrangers en trop. Et alors aujourd'hui, quand on regarde le discours du RN, cet héritage-là, ils ne l'assument plus, on ne doit plus dire que c'est un parti d'extrême droite. Sauf que quand on regarde un peu plus précisément, donc Daphné a cité le GUD, depuis les années 90, et à l'intérieur du RN. Ça se joue sur 2 figures principales qui sont Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Donc eux, c'est des gens qui connaissent Marine Le Pen depuis la fac, ils étaient en fac de droit ensemble. Et donc eux, c'est des gros gudards, c'est des gens qui ont une culture de la violence assez présente et qui vont réellement intégrer l'appareil du RN. Donc Frédéric Chatillon, lui, c'était le coordinateur des campagne avec sa société Riwall. C'est un des prestataires en fait du RN, il touche beaucoup d'argent pour ça. Axel Lousteau, lui, il a été trésorier du micro-parti de Marine Le Pen et il va accompagner tout au long de la prise de pouvoir de Marine Le Pen dans les années 90 et 2000. C'est des gens qui vont rester très proches d'elle et qui vont avoir en contrepartie des retours sur leur investissement, si on peut dire, parce que le groupe parlementaire Rassemblement national au Parlement européen, donc c'est Identité et démocratie, ID, eh bien en fait, ils vont verser entre 2019 et 2023 aux sociétés de Chatillon et Lousteau environ 3 millions d'euros. Donc c'est leur société, c'est des sociétés de communication ou d'impression e-politique ou unanime. Et donc, c'est des gens qui sont proches de Marine Le Pen, qui ne se sont jamais reniés, qui n'ont jamais renié leur passé fascisant, notamment, et ça faisait assez désordre, on les a retrouvés dans les manifs néofascistes du 9 mai. Chatillon les a soutenus depuis son exil italien parce qu'il a eu quelques problèmes avec la justice, mais Lousteau, lui, il y allait carrément. Et donc en 2023, Marine Le Pen, elle a dit « ça suffit ». Les mecs cagoulés avec des croix celtiques, ça fait désordre. Donc, est-ce qu'on peut dire que depuis 2023, c'est fini ? Ben non, pas du tout. Sauf qu'on va se voir, en fait, ils ont tendance à aller plutôt c'est des gens qui sont toujours un petit peu en retrait. C'est-à-dire que quand on regarde le RN à l'Assemblée, qui est le RN que moi je côtoie dans le cadre de mon travail de journaliste parlementaire, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la première ligne des députés RN, globalement, c'est des gens qui n'ont pas ce passif-là. C'est-à-dire que, par exemple, on va retrouver des gens comme Jean-Philippe Tanguy, qui est un cadre de Debout la France, qui s'est rallié au Rassemblement national. Laurent Jacobelli, c'est aussi quelqu'un qui vient de Debout la France. Sébastien Chenu, donc vice-président, lui, c'est un ancien de l'UMP qui a travaillé avec Christine Lagarde. Julien Audoul, lui, à la base, il vient du centre, plutôt UDI, Hervé Morin. Donc, c'est des gens qui n'ont pas du tout ce background, qui ne viennent pas de la tradition de syndicalisme étudiant d'extrême droite ou de groupuscule. Avec exception notable quand même de Laure Lavalette, qui, elle, vient d'un syndicat nationaliste bordelais très proche du GUD, et qui est une pure frontiste, qui n'est pas une ralliée, contrairement aux autres. Donc, dans l'échelon des députés et des députés qu'on envoie au contact des journalistes, ça c'est important à noter, parce que le RN, mais comme tous les partis en fait, il y a 50, 100, 150 députés, et il y en a une dizaine qui vont venir parler aux journalistes très régulièrement, en salle des 4 colonnes à l'Assemblée. C'est normal, en fait, c'est des questions de... Mais on voit bien que dans les gens que le RN envoie en première ligne, c'est des gens où ils ont essayé de faire en sorte qu'ils soient plutôt clean. Mais, et comme l'a expliqué Daphné, dès qu'on va dans leurs collaborateurs et dès qu'on va un peu creuser, il y a des quantités de profils problématiques de gens qui ont eu des fréquentations ou qui en ont toujours, qui sont très gênants. Et que, en fait, à chaque fois que ça sort, ce que fait le parti, c'est qu'il se protège. Il va parfois se séparer du collaborateur problématique. Mais bon, je sais pas, donc vous en avez relevé plusieurs dizaines. Et
ils n'ont pas du tout tous été virés, hein. Il y en a encore plusieurs, parfois pour les plus problématiques. Donc on a des mesures qui sont prises, mais dans leurs collaborateurs, dès qu'on gratte un peu, et c'est ça je pense la notion importante, dès qu'on gratte un peu le vernis du RN, on retrouve des choses qui sont toujours les mêmes, avec des gens très radicaux, des gens qui sont sur des thématiques identitaires, racistes et nationalistes. Et le cas qui, moi, me paraît assez emblématique de ça, c'est le cas de Caroline Parmentier. Donc, Caroline Parmentier, c'est une députée RN. Avant 2024, elle était chargée des relations avec la presse au RN. Donc, pour les gens de l'AFI, elle avait exactement le même rôle que Muriel Rosenfeld, en fait. C'est la personne, quand tu es journaliste et que tu vas couvrir le Rassemblement national, c'est la première personne avec laquelle tu parles et c'est la personne avec qui tu échanges tout au long. Donc moi, j'ai couvert, quand je travaillais à Blast, la campagne la présidentielle 2022. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal échangé, avec qui on a négocié, par exemple, des prises de parole, des accréditations, des choses comme ça. Pour la petite anecdote, c'est quelqu'un au premier abord très sympathique. Moi, elle m'a fait rentrer en douce à la soirée du second tour de l'élection présidentielle avec Blast. Et d'autres médias, on n'avait pas été accrédités. Alors, je ne sais pas si non, vous avez envoyé personne. Moi, je suis banni. Voilà. C'est quotidien. En fait, oui, une personne qui gagne à être connue. Et donc, cette personne, Caroline Parmentier, parce que je lui ai dit, je la vois passer, nous, on était en train de galérer à l'entrée, et je lui ai dit, Madame Parmentier, vous vous rappelez, on s'est parlé au sein de l'agriculture, je suis sympa, on n'est que deux, voilà, et elle me fait rentrer. Et alors, cette patatras, en fait, donc ensuite, elle devient députée, et là, c'est quelqu'un qui est vraiment central dans la façon dont le RN va gérer sa stratégie de dédiabolisation, puisque c'est elle qui parle aux journalistes. C'est elle qui est un peu là. Elle fait partie de cette façade que le RN essaie de mettre en place. Sauf que, voilà, patatras, au début de cet été, Fabrice Arfi et Antoine Rouget à Mediapart, ils ont exhumé près de 3 décennies d'articles qu'elle a écrits dans un quotidien d'extrême droite qui s'appelle Présent, qui est un quotidien pétainiste. Et là, on est sur une extrême droite qui n'est pas du tout dédiabolisée. Donc c'est quelqu'un qui va à longueur d'articles parler du lobby juif, expliquer que l'homosexualité est responsable du sida, ou utiliser des mots comme babouin pour parler de certains supporters de foot. Donc on est vraiment, voilà, j'en passe, on est vraiment sur une extrême droite qui n'a pas du tout changé. Et c'est assez symptomatique en fait de la persistance des idées bien nauséabondes, radicales, non seulement sous le vernis du RN, mais chez ceux qui étalent le vernis. Et il y a vraiment une persistance constamment des liens. Et on peut même se demander s'ils essaient, au-delà de la communication, de couper ces liens. Il faut se rappeler qu'en 2022, Jordan Bardella devient président du Rassemblement national, donc il est très jeune, mais il a une feuille de route, et cette feuille de route, c'est de professionnaliser le parti. Donc qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser un parti ? Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait l'émergence de cadres formés, donc de gens capables de concourir, de se présenter à des élections, de parler à la presse, qui ont une structuration politique et intellectuelle qui les rend utilisables pour le parti. Et dans le cas de l'extrême droite, on pourrait se dire que professionnaliser le parti, ça veut aussi dire faire le ménage et éviter d'avoir trop de gens qui ont des profils Facebook avec des casquettes de Waffen-SS ou qui font des saluts nazis. Et cette feuille de route, en fait, elle va échouer spectaculairement en 2024, pendant les législatives anticipées, où on se rappelle tous que il y a eu plusieurs dizaines de candidats RN, soit donc, qui étaient très problématiques, qui avaient des liens ou même carrément des photos qui les liaient à l'extrême droite la plus radicale, ou qui étaient tout simplement incapables de parler dans un débat. Il y a eu un cas d'un candidat sous curatelle. Et donc, tout ça, ça montre bien que la professionnalisation, elle n'a pas été faite. Et alors, pourquoi ? On peut se demander, il y a 2 options. Soit Jordan Bardella a eu la flemme, c'est une option.
En restant dans les faits, c'est pas le plus grand travailleur du monde. Et souvent, on se rend compte qu'à l'extrême droite, il y a un déficit de travail aussi. Et c'est ça qui explique une partie de leur lien avec ces groupuscules, et tu l'as très bien dit. Ou alors, il n'avait pas envie. Peut-être un mélange des deux. Parce que le RN, contrairement à la FI, donc ici on est venu à l'invitation de l'Institut La Boétie, c'est un parti qui échoue depuis 20 ans à monter, à former ses cadres et à monter des structures de formation. Donc il y a bien le campus Emera, qui est en fait l'école fantôme de Bardella. Elle a été lancée en 2023. Et donc l'idée, c'était de créer une école théorique et culturelle pour le parti et former intellectuellement ses cadres. Le problème, c'est que, d'après Le Monde, le campus n'a tenu qu'une seule réunion ces 10 derniers mois, et que la plateforme numérique est essentiellement composée de textes qui ont été copiés-collés sur d'autres sites ou sur des sites institutionnels. Donc on a bien une coquille vide. Donc on voit bien que en fait, le RN se satisfait de cette situation où, par manque de moyens humains, ils sont obligés de puiser dans le réservoir des groupuscules et des syndicats extrémistes. C'est un vivier pour eux. C'est un vivier, mais c'est aussi, et là je pense que ça rejoint aussi le thème de notre conférence, et je terminerai bien dessus. C'est une thèse notamment qui est avancée par Samuel Bouron dans Politiser la haine. Le RN en fait a un intérêt, au-delà du fait de remplir leur rang, d'avoir besoin de plusieurs centaines de collaborateurs et d'aller piocher dans ces gens-là, il y a un intérêt à ce que les groupuscules prospèrent, à ce qu'ils multiplient leurs actions, qu'ils occupent la scène médiatique. Alors, quand ça franchit le pas et que on tombe dans la violence, ils condamnent toujours, mais que les identitaires et que les groupuscules violents occupent le terrain, ça leur sert quelque part. Et ça permet d'imposer leur thème, islam, immigration. Voilà. Et je terminerai sur ça, c'est pas prêt de changer avec Jordan Bardella, parce que c'est aussi derrière le côté député TikTok, qui se la joue jeune, quasiment lisse, un peu de Bardella, qui lui n'a aucun lien dans son parcours avec ce monde-là. Quand on creuse un peu, il est entouré dans le RN, il est entouré de gens qui sont proches des idées de la nouvelle droite. Donc tu as parlé de Thionnier, mais on pourrait aussi parler, il est proche de Chatillon et Racheline. Chatillon, c'est son ex-beau-père. Il est proche d'un autre de ses ex-beaux-pères. Bon, c'est la vie privée, mais c'est intéressant dans certains cas de rappeler les liens. Donc ça, c'est quelqu'un comme Philippe Olivier. Et donc, sous ces ressorts-là, Bardella, il est entouré de gens très radicaux. Et donc, quand bien même on pourrait imaginer une sorte de passation entre lui et Marine Le Pen, ces liens entre les groupuscules et le RN, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Pour les groupuscules, ils savent qu'ils seront de temps en temps désavoués. De temps en temps, ce seront des personnes non grata au RN. Mais à la fin, les dynamiques et les succès électoraux du RN les favorisent. Et c'est des groupes, quand on suit un peu ça, qui sont en dynamique sur tout le territoire. Merci beaucoup Antoine. Justement, le parallèle, et en tout cas l'autre objectif pour nous, c'est de comment lutter contre l'extrême droite, qu'elle soit extra-parlementaire ou parlementaire, puisqu'on a vu que l'objectif de ce débat, c'est aussi de dire qu'on ne peut pas dissocier l'extrême droite extra-parlementaire de l'extrême droite parlementaire, et que c'est la même face d'une pièce, et que si on ne mène pas le combat contre les deux, on passe à côté de quelque chose. On a la chance, contrairement à l'extrême droite, d'avoir des gens qui travaillent chez les Insoumis, qui organisent des initiatives, qui créent des choses. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Inès qui co-anime au niveau national le réseau Insoumis antifasciste avec Alain Brunon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce réseau il a été créé, quelles sont ses missions, ses objectifs, quel est le travail de terrain? Est-ce qu'il y a un lien avec les parlementaires insoumis? Comment tout ça s'organise? Avec quel objectif? Et quelles sont vos actions concrètes sur le terrain justement pour mener la bataille contre l'extrême droite? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Jelida Inès, je suis donc la co-animatrice du réseau Insoumis antifasciste. Donc c'est le pôle de la France Insoumise qui est dédié à la lutte antifasciste, que je co-anime donc avec Alain Brunon, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la manière dont, en tant qu'organisation politique, la France Insoumise a su et a voulu se structurer face à la montée de l'extrême droite.
car comme l'a déjà introduit Jean-Luc Mélenchon, nous sommes la nouvelle France, nous sommes cette génération, nous sommes cette jeunesse qui a décidé de ne plus se laisser discriminer et ne plus subir le racisme. Pour faire face à la réalité que viennent de décrire Daphné et Antoine, nous sommes face à une extrême droite organisée qui avance masquée dans les institutions mais aussi dans les médias, mais qui garde toujours ces groupuscules violents pour occuper le terrain et intimider. C'est donc dans ce contexte que le réseau insoumis antifasciste a vu le jour. Oui, pour avoir au sein de la France insoumise un outil politique et militant pour avoir un espace spécifique consacré à la riposte antifasciste, à l'action du terrain, mais surtout en lien avec nos élus, car aujourd'hui, ce sont eux notre caisse de résonance au niveau national, et ce sont eux qui peuvent porter haut et fort ce que nous vivons localement. L'extrême droite, on le voit, elle avance sur ses deux jambes, avec un visage plus ou moins respectable, entre guillemets, au Parlement, dans les médias, mais également dans ses campagnes électorales. Mais elle garde toujours ces groupes violents, identitaires, néo-nazis, qui harcèlent, qui frappent, qui organisent des ratonnades, en somme, qui perturbent et empoisonnent notre quotidien. C'est donc une division du travail de la haine, et face à cette division du travail de la haine, nous avons toute notre part du travail à prendre, cette fois-ci au service de la solidarité, de la démocratie, de la défense du droit. Il fallait donc un pôle dédié qui ne dépende pas de l'urgence médiatique, mais qui travaille sur le long terme et qui permette de pouvoir avoir un réel travail sur le terrain, mais travailler également avec nos parlementaires. En quelques mots, le RIA, c'est donc un outil de riposte pour documenter, pour agir, pour outiller les militantes et les militants, mais pour articuler surtout notre action avec les élus à l'Assemblée nationale. On dit souvent que le combat se joue sur les réseaux sociaux face à l'extrême droite. C'est vrai, on y est déjà et on continue d'investir ce terrain, mais nous ne sommes pas uniquement des militants de réseaux sociaux. Nous sommes déjà présents sur nos GA, sur nos groupes d'action, sur nos quartiers, dans nos villes, pour des actions, du porte-à-porte, du boitage, organiser des réunions publiques sans aucune difficulté. Nous, au RIA, nous souhaitons développer une action supplémentaire, organiser des présences physiques, des contre-manifestations, des occupations de permanence, des ciblages d'événements, des ciblages de meetings et de conférences. Tous ces événements qui ne devraient pas avoir lieu dans notre pays, nous serons présents et nous leur montrerons que face à l'extrême droite, il y aura une opposition claire, celle de la France insoumise. Cette présence militante, en soi, est une pression politique. Occuper l'espace public, c'est montrer à l'extrême droite qu'il y aura une opposition. Et tout ça s'appuie donc sur un travail de veille qui est effectué et qui continuera d'être effectué par les RIA locaux qui vont faire le lien avec les syndicats, les associations, les organisations antifa déjà présentes, et qui permettra donc de pouvoir créer un maillage et faire remonter au niveau national l'actualité locale et pouvoir organiser de façon simultanée des actions nationales, des communiqués de presse, et de pouvoir uniformiser par la suite nos actions. Ce travail de veille n'est pas juste informatif, il est stratégique, parce que surveiller, cartographier, comprendre ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi une manière de pouvoir passer à l'action, y compris dans nos institutions, au travers de commissions d'enquête. Donc le RIA, comme le disait Thomas, c'est aussi un outil pour l'action parlementaire. Nous travaillons quotidiennement avec les élus de la France insoumise à la rédaction de propositions de loi, de propositions de résolution, de questions au gouvernement. Le RIA, et notamment Alan, a travaillé avec le cabinet de M. Boumertit à la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête portant sur l'islamophobie. Et là, je me permets de préciser qu'aujourd'hui, l'islamophobie est devenue socialement et politiquement acceptable, que ce soit dans les médias ou dans les discours politiques. Je ne suis pas là en train de hiérarchiser les formes de racisme, on les combattra toutes et tous à la même enseigne, mais aujourd'hui, je pense que l'islamophobie a pris un tournant qu'il faut mesurer et qu'il faut combattre sans mesure. Ce travail de veille permet donc de démontrer la porosité, comme viennent de le décrire Antoine et Daphné, entre l'extrême droite institutionnelle et ses groupuscules, et donc de montrer la continuité entre le RN
malheureusement l'extrême droite qui a fait tache d'huile jusqu'au gouvernement. Et cette réalité que voudrait cacher cette extrême droite, la proximité désormais plus qu'évidente entre ces structures politiques et les milieux néo-nazis. Il y a quelques mois, plusieurs assistants parlementaires, vous le disiez, ont été épinglés pour leur passé ou leur activité actuelle dans des activités ouvertement néo-nazis et identitaires. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que ce ne sont plus des erreurs de casting ou des cas isolés, c'est une continuité politique qu'il faut dénoncer et qu'il faut mettre à jour afin de pouvoir la combattre. Donc les mêmes mains qui collent des affiches racistes dans nos quartiers, dans nos villes, sont les mêmes mains qui organisent et participent des ratonnades, sont les mêmes mains qui, à l'Assemblée nationale, aident leurs députés à écrire des amendements ou à écrire et à conseiller leurs députés. Voilà pourquoi notre travail de veille et de dénonciation est indispensable. Il relie du coup l'invisible au visible et démontre le mythe d'une extrême droite qui deviendrait normalisée et désormais acceptable. C'est là que notre action prend tout son sens, car ce que nous voyons et ce que nous vivons dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos études, etc., devient une bataille à l'Assemblée nationale. Donc cette articulation entre le terrain et les institutions est une force, et c'est exactement ce que Thomas Porte, Raphaël Arnaud, avec qui je discutais ces derniers jours, incarnent à l'Assemblée nationale, en utilisant tous les leviers parlementaires pour combattre les groupuscules et leurs relais politiques. Et je me permets de te donner la parole, Thomas, pour que tu puisses nous expliquer comment ce combat se mène à l'intérieur des institutions. Oui, j'ai le plaisir de pouvoir me poser une question à moi-même, donc c'est assez intéressant parce qu'on m'a donné le rôle d'animer cette réunion. Vraiment, c'était important pour nous d'avoir ce moment sur extrême droite parlementaire et extrême droite extra-parlementaire, parce qu'on est face à aussi un rouleau compresseur médiatique qui tend à nous faire croire que, et on a vu que c'était l'inverse, que ce sont des phénomènes isolés, que ce sont quelques illuminés qui se réunissent au fond d'un garage et qui décident d'aller attaquer une manifestation antiraciste ou d'aller cibler des militants syndicaux, et nous faire croire que cela n'a rien à voir avec l'idéologie du Rassemblement national, n'a rien à voir avec l'organisation politique qui est aujourd'hui représentée à l'Assemblée par plus de 130 députés. Ces deux faces sont liées, et si on veut combattre durablement l'extrême droite, il faut combattre les deux. Juste un mot pour dire, parce que ce qu'on vit, nous, en France, ici, s'inscrit dans un contexte européen et mondial de montée de l'extrême droite. Je ne vais pas vous faire la litanie des pays qui aujourd'hui sont dirigés par des représentantes ou des représentants de l'extrême droite. Vous les connaissez tous, mais je donne un exemple. La Grèce, qui a connu par le passé des grosses actions d'extrême droite, notamment un parti qui a été interdit, qui était un parti néo-nazi qui s'appelait Aube Dorée, qui a tué des gens. Le parti a été interdit. Son premier dirigeant a été arrêté, mis en prison. Cela n'a pas mis un coup d'arrêt à l'extrême droite. Aux dernières élections législatives en Grèce, 3 partis d'extrême droite se sont présentés, ils ont fait 13% des suffrages, ils ont réussi à faire élire 32 députés. C'est plus que le PASOK, c'est-à-dire l'équivalent du Parti socialiste grec. Il y a partout, y compris dans les pays scandinaves, des montées très fortes de l'extrême droite. En Suède, un parti qui a été fondé par des néo-nazis est arrivé avec 73 députés et 21% aux dernières élections législatives, la deuxième force politique. Le Portugal, qui croyait avoir fait disparaître l'extrême droite après la Révolution, a vu un parti qui s'appelle Chega, soutenu par Marine Le Pen, revenir en force, faire élire 12 députés aux dernières élections législatives et devenir la 3e force politique du Portugal, dans un pays qui a vécu sous une dictature il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on voit qu'il y a une résurgence, et je ne parle même pas de l'Allemagne avec ce qu'on a vu l'AfD, et il y a quelques mois, pour la première fois, ce parti d'extrême droite a gagné une municipalité. C'était jamais arrivé en Allemagne depuis 1945. Donc on voit qu'il y a un contexte mondial, européen, qui fait que cela monte, et ça s'inscrit malheureusement dans un contexte français national où il y a aussi, je ne voudrais pas qu'on exonère la responsabilité du pouvoir en place sur la montée de l'extrême droite, sur la montée des idées de l'extrême droite parlementaire. On est quand même dans un pays où on a eu des militants néo-nazis qui ont mené une attaque à plein Paris, je l'ai dit en introduction. Et au moment où on se parle, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'a toujours pas condamné cette attaque-là. Quand on l'a interrogé, j'ai posé une question au gouvernement, Bruno Retailleau n'a pas été capable de condamner une attaque de militants néo-nazis en plein Paris. Et je suis persuadé d'une chose, il y a 2 ou 3 ans, un autre ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Emmanuel Macron aurait condamné cette attaque.
aurait condamné cette attaque. Le même Bruno Retailleau qui n'a pas été capable de condamner la fameuse manif du 9 mai où il n'a pas été capable de dire dans l'hémicycle qu'il y avait des saluts nazis. Il a utilisé une formule pour dire qu'il y avait des actes qui pouvaient s'apparenter à l'extrême droite radicale, toutes les formules possibles pour pas dire qu'il y avait des saluts nazis. Et sa défense, c'était de dire qu'il avait pris un arrêté avec le préfet Núñez pour interdire la manifestation. L'arrêté a été cassé parce que dans l'arrêté, il était écrit qu'il n'y avait pas d'informations précises sur les militants qui pouvaient être au cœur de la manifestation. Et les collègues journalistes couvrent cette manif depuis des années. Les profils qui sont présents dans les manifestations du 9 mai, on les connaît. C'est des gens qui ne se cachent pas. Ils viennent, ils assument à visage découvert. Donc il n'y a pas de volonté politique de mettre un coup d'arrêt à ce qui se passe aujourd'hui et à la montée de l'extrême droite. Alors comment on agit quand on est parlementaire pour lutter contre l'extrême droite, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire? Il y a évidemment la question, Daphné l'a évoqué, la question des dissolutions. C'est souvent un débat entre nous de savoir quel est l'impact d'une dissolution. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle n'est pas efficace? Est-ce que derrière, elle ne va pas être utilisée, notamment par le pouvoir, pour dissoudre ce qu'eux appellent des groupuscules d'extrême droite, écologistes? Effectivement, moi je partage ce qui a été dit. Sur Génération Identitaire, c'était utile d'avoir une dissolution parce que ça a mis quand même un coup d'arrêt à un groupuscule qui avait des locaux, qui louait des hélicoptères pour faire des opérations à la frontière franco-italienne dans les Alpes pour mener la chasse aux migrants. Ça prenait des proportions extrêmement préoccupantes, avec beaucoup d'argent, une résonance médiatique, et il fallait mettre un coup d'arrêt. Maintenant, les dissolutions, c'est pas l'arme magique, parce que derrière, il y a des reconstructions, il y a des restructurations, ils changent de nom, ils reviennent, ils changent de logo, mais ils mènent les mêmes actions. Nous, ce qu'on utilise, c'est que à chaque fois qu'il y a des actions violentes, on essaye d'avoir des procédures auprès de ce qu'on appelle le procureur de la République, notamment ce qu'on appelle les articles 40, pour signaler des actes répréhensibles, des propos racistes. Et grâce aux confrères des jours qui ont révélé des groupes Facebook avec des dizaines de députés RN, des collaborateurs, des responsables départementaux, nationaux, dans des groupes Facebook où il y avait des propos racistes, antisémites, des appels à tuer le président de la République, des appels à s'en prendre dans les mosquées. Moi, j'ai signalé à 3 reprises ces 3 groupes au procureur de la République via des articles 40. Il n'y a aujourd'hui aucune suite de la justice française sur les demandes que j'ai faites, sur des propos qui sont absolument condamnables. Je vous laisse imaginer s'il y avait un député de la France insoumise qui était dans des groupuscules qui tenaient des propos comme ça, on aurait eu des heures de plateau télé, on aurait eu des journées entières de débat à la télé pour dire est-ce qu'il faut dissoudre la France insoumise, ce parti est dangereux, il menace le pays. On n'a pas eu le début quasiment d'une émission sur des chaînes d'infos en continu qui parlait de ces sujets-là. Pas un journaliste n'a interrogé quand Sébastien Chenu, Laurent Jacobelli, qui sont la vitrine, je partage ce que tu dis, un peu respectable du RN, viennent à la télé, jamais ils n'ont été interrogés sur ces groupuscules-là. Pas une question. Je vous laisse regarder les interviews quand Mathilde ou Manu vont à la télé. Les questions, elles ne portent pas souvent sur des sujets d'actualité. C'est beaucoup sur des questions polémiques ou qui vont chercher des choses qui souvent n'existent pas. Quand le RN va sur les plateaux, il n'y a pas ces questions-là. Et ensuite, Inès l'a dit, on a déposé une proposition de lutte contre les groupuscules d'extrême droite parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ils sont entre 1000 et 2000, Daphné l'a dit, de militants radicaux, ce qu'ils appellent eux ultra-droite, extrême droite, selon la terminologie, qui sont agissants. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que, oui, il faut des dissolutions, mais il faut aussi, derrière, mener une bataille politique pour faire reculer l'extrême droite parlementaire et extra-parlementaire. Parce que la dissolution, je le redis, c'est pas l'outil magique. Donc nous, on a demandé, j'ai déposé à 2 reprises une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite pour, avoir une identification très claire, leur implantation sur le territoire, qui sont les membres qui les composent. Et 3, il y a une question qui est parfois passée sous les radars, c'est qui les finance? Quel argent? Parce que ouvrir des locaux, mener des opérations comme Génération Identitaire avec des hélicoptères, c'est pas aller imprimer 50 tracts et faire 30 autocollants à l'imprimerie du coin. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens et ça continue, puisqu'on a aujourd'hui un groupuscule qui s'appelle Détour et Délices, qui est en train de chercher un local. Il n'y a pas d'opposition pour l'instant de la mairie de Tours, mais il est en train de chercher un local. Donc on voit que ces groupuscules-là, ils continuent à s'organiser et la question des locaux, elle est centrale, parce que c'est un point de fixation, un point de recrutement, un point de base arrière. C'est de là où ils mènent les opérations. Ils attirent des gens sous couvert de... C'est souvent des sports de combat, des questions de formation, de soirées qu'ils appellent conviviales, qui sont en véritable des foyers de recrutement pour les militants d'extrême droite. Donc il faut aussi poser la question politique de la fermeture des locaux d'extrême droite partout dans le pays. Et effectivement, le réseau Insoumis Antifascistes, mais aussi je vois qu'il y a le porte-parole de la Jeune Garde qui est ici avec nous et que je salue, qui mène une bataille incroyable contre l'extrême droite.
je crois que si on veut... Moi, je vais insister sur l'extrême droite parlementaire, puisque c'est ceux que je côtoie tous les jours. Et une des choses dont je me suis aperçu qui les énerve le plus souvent, c'est le qualificatif d'extrême droite. Très sincèrement, vous pouvez dire « Ah, vos collaborateurs, ils étaient dans les manifs nazis. Votre ancien collaborateur, il a tabassé telle ou telle personne dans une manif. » Parfois, ça les fait un peu réagir, mais ça glisse. Dès que vous dites « Vous êtes un parti d'extrême droite », ces gens deviennent fous dans l'hémicycle. Ça leur fait perdre tous les moyens. Parce que c'est le dernier sparadrap sur le vernis qu'ils ont qu'ils n'arrivent pas totalement à enlever. Parce que malgré tout, dans notre pays, la référence à l'extrême droite, elle rappelle des choses. Et pour certaines personnes qui ne sont pas forcément des militants politiques convaincus, qui sont des citoyens, qui regardent tout ça, la référence à l'extrême droite et à l'histoire, elle parle encore aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la solution magique, mais ce qualificatif d'extrême droite, il faut continuer à l'employer. D'ailleurs, le Conseil d'État a reconnu que le RN était un parti d'extrême droite. Il faut continuer à l'utiliser. Et évidemment, il faut pointer les ambiguïtés de l'extrême droite, qui veut se présenter, je le redis, comme un parti normal, mais qui n'est pas un parti normal. La structure idéologique programmatique du Rassemblement national, elle est construite sur une idée qui est la préférence nationale, qui est une idée profondément raciste, qu'il faudrait classer les citoyens selon leur couleur de peau, selon leur origine. Et moi, j'ai un débat qui m'a beaucoup marqué à l'Assemblée nationale, qui peut paraître anodin, mais qui en dit long sur ce qu'est le RN. C'est on a eu un débat sur la question des douaniers. Puisque tout d'un coup, l'Assemblée s'est aperçue que le code des douaniers est arrivé à expiration, qu'il fallait le renouveler. Donc on a dû légiférer en urgence pour prendre une nouvelle réglementation. Des députés du RN ont déposé des amendements pour interdire à des binationaux d'être douaniers. C'est un des symboles de ce qu'est l'extrême droite. Et à chaque débat, vous pouvez parler d'industrie, de santé, d'accès à l'école, de manque de place en crèche. Il y aura toujours derrière, dans des prises de position, des propos extrêmement racistes. Même s'ils essayent de contrôler, parce que ça a été dit, il y a 130, 140 députés, mais c'est à peu près toujours les mêmes qui prennent la parole. Il y a pas... c'est pas comme chez nous où tout le monde s'exprime dans l'hémicycle, tout le monde vient travailler sur des textes. Chez eux, il y a des gens qu'on n'entend jamais. Par exemple, il y a un député qui s'appelle Frédéric Boccaletti, qui est quand même le député, aujourd'hui, qui était ancien propriétaire d'une librairie antisémite, qui vendait des ouvrages négationnistes, qui a été condamné pour violence volontaire, avec arme à feu, qu'on n'entend jamais dans l'hémicycle, qui ne dit jamais un mot, et qui est député d'un parti qu'on présente aujourd'hui comme celui qui défend les juifs et qui se présente l'étendard de la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'au sein de leur groupe parlementaire, ils ont Frédéric Boccaletti. Jamais aucun dirigeant du RN n'a été interrogé à la télé sur la présence de ce député. Et puis, il faut dire aussi les ambiguïtés du RN sur le vernis soi-disant social de ce parti qui se présenterait comme le défenseur de celles et ceux qui sont en difficulté, de celles et ceux qui n'ont pas de travail, qui se présenterait comme vous êtes les grands oubliés, le Rassemblement national va venir à votre secours. Ce parti ne vote aucune des propositions qui intègrent le partage des richesses. Ce parti ne vote aucune proposition qui défend les services publics. Ce parti est venu à 8 reprises sauver François Bayrou d'une censure. Ce parti fait le tour des plateaux télé depuis 2 jours pour délégitimer le mouvement du 10 septembre et préparer le fait qu'il ne va pas voter la censure. Ce parti est au service d'Emmanuel Macron, est au service d'une politique ultra-capitaliste qui ne veut pas partager les richesses, qui ne veut pas faire en sorte qu'il y ait une égalité dans ce pays, parce que eux, là où ils prospèrent, c'est sur la division, c'est sur la haine, c'est sur la souffrance des individus. Et une enquête a montré que l'IFOP a fait une enquête sur la disparition des commerces de proximité dans les petites communes. Sur les communes de moins de 500 habitants, quand vous avez en moyenne ce qu'on appelle 6 services, c'est-à-dire des commerces, des bureaux de poste, le vote du FN est de 23%. Quand vous avez 0 service, il est de 31%. Quand vous faites la carte des désindustrialisations, des renoncements des politiques de François Hollande et d'Emmanuel Macron, il y a une montée des votes de l'extrême droite. Donc c'est toute cette bataille-là qu'il faut mener. Et quand on veut faire reculer l'extrême droite, on peut la faire reculer que si on a une gauche de rupture, anticapitaliste, antiraciste, internationaliste, qui est solidaire, qui ne met pas, j'ai envie de dire, la poussière sous le tapis, et qui pense que parce que soi-disant on va changer les mots et on va se présenter peut-être un peu plus respectable et quelques concessions, on va pouvoir faire reculer l'extrême droite. Face à l'extrême droite, il n'y a aucune concession à faire. Et le combat, il doit être frontal, permanent et partout sur le territoire.
Et je termine en disant une chose, il faut aussi rappeler, c'est souvent passé sous silence, parce que j'entends beaucoup, là en ce moment c'est news en boucle depuis 3 jours sur le festival de rue à Aurillac, les violences, les soi-disant attaques contre les policiers, etc. Mais dans ce pays, celles et ceux qui tuent, c'est l'extrême droite. Moi, j'ai pas oublié qu'un joueur de rugby, je suis un ancien joueur de rugby, que Aramburu a été assassiné en Paris par des militants néo-nazis, des anciens du GUD, des gens qui n'auraient jamais dû être à Paris, qui étaient sous contrôle judiciaire, qui ne devaient pas être ensemble, qui n'avaient pas le droit de porter des armes. Ces gens ont été ensemble à Paris armés et ont assassiné un joueur de rugby. Quand j'ai interrogé le préfet de police pour savoir quelle était la défaillance des services de l'État pour arriver à ce qu'un joueur de rugby perde la vie et que derrière les réseaux d'extrême droite essayent de l'exfiltrer parce qu'il a été arrêté à la frontière en Europe de l'Est quand même, celui qui a tiré sur Aramburu, donc c'est-à-dire qu'il y avait des connexions. J'ai pas de réponse aujourd'hui. Jamel Benjabala a été assassiné par un militant d'extrême droite en août 2024. Il a été victime, un homme a roulé sur son corps à 3 reprises, devant sa fille de 10 ans, alors qu'il avait déposé plainte, qu'il a dit qu'il était menacé, qu'il y avait un militant d'extrême droite qui était membre d'un groupe qui s'appelait Brigade Patriote Française, qui le menaçait. La police ni la justice n'ont fait aucune démarche et Jamel Benjabala a été assassiné. Et évidemment, le dernier en date, c'est Hichem Miraoui, qui a eu le malheur d'être au mauvais endroit et de croiser la route d'un homme qui était shooté à la haine des chaînes d'infos en continu et des idées de Rassemblement national et qui est allé assassiner un homme parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau. Donc il faut aussi prendre la mesure de ce à quoi on est confronté. On a aujourd'hui un courant politique qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui a des collaboratrices et des collaborateurs qui sont des anciens gudards, qui ont des liens avec des groupuscules nazis. La dernière révélation, c'est un collaborateur d'un député RN qui a été invité à une célébration d'un néo-nazi belge qui s'appelle Léon Degrelle, qui est une figure de la collaboration. On a aujourd'hui tous ces liens-là. Et il faut toujours le dire et toujours mener une bataille. Non, l'extrême droite et le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Non, c'est pas un parti qui participe à des élections, qui a un projet de faire avancer la société. C'est un parti de haine, un parti dangereux, un parti raciste qui est aujourd'hui lié à des groupuscules néo-nazis, des groupuscules fascistes, des groupuscules identitaires qui sèment la terreur, qui pour certains passent à l'action, commettent aujourd'hui des meurtres sur le territoire national parce qu'ils se sont poussés des ailes, parce que les idées qu'ils ont aujourd'hui assimilées, qu'ils défendent, elles sont portées dans l'hémicycle et parfois elles sont relayées, légitimées et banalisées par le gouvernement d'Emmanuel Macron qui porte aussi une lourde responsabilité dans le climat dans le pays. J'ai dépassé que d'1 minute. On a jusqu'à 11h30, je parle sous le contrôle, c'est ça ? Donc on va passer une séance si certains d'entre vous ont des questions. Maxime va faire circuler le... Vas-y, Daphné. Je profite pendant que Maxime fait circuler le micro. Moi, il y a 2-3 trucs que je voulais rajouter que j'ai oublié. La première, c'est des définitions de termes hyper importantes. Nous, on fait le choix de ne pas utiliser ratonnade parce que ratonnade, ça s'inscrit dans une étymologie raciste. Donc c'est pour ça qu'on parle de descente raciste. Souvent, les gens comprennent mieux quand on dit ratonnade parce que c'est un terme inscrit. Mais nous, on fait le choix politique de ne pas l'utiliser. Ensuite, je vous encourage à ne jamais utiliser le terme ultra-droite, sauf quand on parle de cellules terroristes avérées. Parce que c'est quelque chose que le Rassemblement national utilise pour se séparer de ce qui est communément appelé l'ultra-droite, qui en fait est de l'extrême droite. Donc voilà, je ne vous refais pas tout le speech sur les liens, mais voilà. Je tiens à dire aussi que dans les candidats, il y a aussi eu des candidats qui viennent de groupuscules. En 2024, là, on a eu Rodolphe Carte, qui est un très proche du GUD, et de Gabriel Lousteau, fils d'Axel Lousteau, sur lequel Antoine a beaucoup développé. On a eu Marie-Émilie Euphrasi en 2022, qui était une des fondatrices de Némésis, qui a été candidate tête de liste, principale à Paris. Sur Caroline Parmentier aussi, un truc très important, tout le monde savait, tous les journalistes spécialistes étaient au courant qu'elle avait écrit dans Présent, c'est juste qu'on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Donc s'il y en a qui ont des vocations de journalistes, n'hésitez pas, on manque de bras. Et ensuite, tu as cité Détour et Délices. Détour et Délices, une des membres de Détour et Délices, c'est une fille qui s'appelle Andrea, qui est responsable locale du Rassemblement national. Enfin, elle s'est fait virer depuis, je crois, mais voilà, ils sont tout le temps partout. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous mobiliser aussi pour faire remonter ces informations, parce qu'au niveau local, nous, on n'est pas beaucoup, on ne peut pas être partout, mais vous êtes beaucoup, donc vous pouvez.
Oui, j'ai une question sur le rôle des médias. Alors, pas vous, bien sûr, mais pas non plus le groupe Bolloré, tout ce qu'on connaît déjà, mais plutôt les médias un petit peu entre les deux, notamment du service public. Et parce que, enfin, ce qu'a rappelé Thomas Porte, bon, quand on est militant LFI, il y a pas mal de choses qu'on sait déjà, qu'on sait entre nous, qu'on échange entre nous, mais c'est toujours la question comment on fait pour parler à ceux, alors éventuellement les électeurs du Front National, mais même les demi-celles, quoi, qui n'ont pas forcément d'opinion, mais à qui cette information, pour lesquels cette information est très importante. Voilà. Bonjour. Alors, comment s'organiser face à la violence et à la protection de la police qui défend l'extrême droite? Comment nous, militants, on peut se protéger de ça si la police, d'un côté, ne va pas nous défendre? Bonjour, d'abord merci à tout le monde pour l'organisation et merci d'être venu. Et ma question s'adresserait plutôt à Daphné et Antoine, comme vous êtes plus renseignés sur ça. Je me demandais, nous par exemple tous ici sympathisants, militants LFI, on est tous d'accord, mais je sais aussi qu'on n'est jamais tous d'accord, donc je me demandais, parmi ces gens, il y a des affects aussi, des désamours. Quelles sont aussi les scissions, en fait, les ruptures qui peuvent exister, parce que je pense qu'il y a aussi des affects, par exemple, quand on est viré pour faire propre, ou quand on est mis de côté parce qu'on fait sale, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Donc je me demandais si on avait et qu'est-ce qu'elles étaient, quoi. Ouais, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est sur le fameux plan Matignon qui avait été élaboré par l'ancien directeur général du RN en prévision d'une dissolution l'année dernière, qui n'a pas du tout marché. Du coup, le directeur général a été limogé, remplacé par un obscur haut fonctionnaire il n'y a pas longtemps. Mais du coup, en quoi ça consistait exactement, ce plan Matignon? Et deuxième question, du coup, vous avez parlé des candidats RN, notamment aux élections locales ou en circo législatives, qui traînent des milliards de casseroles derrière eux. Il y a des responsables du RN, notamment Laurent Jacobelli, qui ont annoncé qu'au municipal, ça y est, ils allaient avoir des listes complètement clean, nettoyées et tout et tout. Vous, dans quelle mesure vous pensez que c'est possible, sachant qu'à titre personnel, moi, j'y crois pas du tout, qu'en à peine 2 ans, on ne solutionne pas un problème structurel de formation de cadres un peu sérieux et pas nazis. Merci. Donc c'était pour la première question sur le rôle des médias, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que vous pouvez me redire sur quel était... Oui. Oui, oui, bien sûr. Et c'est, je pense, une des grandes forces qu'a le RN aussi par rapport à ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'adhésion idéologique dans une grande partie des gros médias, il y a une telle banalisation des idées, et je pense que Thomas Porte a raison de dire que ça vient aussi en grande partie du gouvernement, du centre, où on a vu une partie de leurs idées être reprises, être validées, qu'ils apparaissent dans la sphère médiatique comme normalisés. Et alors, il y a des médias qui se sont spécialisés dessus. Il y a encore un certain nombre de médias qui traitent le RN sous cet angle-là, qui est celui de la radicalité, des liens, de rappeler. Voilà, il y a... Ce que je disais, c'est que une partie des députés RN, ceux qui sont mis en avant, ils se comportent à peu près comme des députés normaux. C'est fait exprès. Donc, nous, quand on interagit, les journalistes, avec des gens comme Jean-Philippe Tanguy, comme Jacobelli, comme Odoul, bon, ils défendent un agenda
oui, xénophobe, un agenda très libéral, mais ils se sont normalisés. C'est une des choses qui leur réussissent le plus. Le fait que au sein des médias mainstream, il y a... Mais alors, moi, je dirais que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Ils se sont normalisés dans les médias parce qu'ils se sont normalisés dans la société. Et que quand, là, Éric Ciotti a franchi le pas, il les a rejoints, mais ça faisait un moment qu'entre l'aile droite des LR et le RN, c'était très compliqué de faire la différence. Donc, et puis, évidemment qu'avec un Gérald Darmanin au gouvernement, avec des gens qui vont louvoyer, un coup Gérald Darmanin va dissoudre Génération Identitaire, le coup d'après il dira à Marine Le Pen qu'elle est trop molle. Donc, j'ai pas vraiment de solution. Cette normalisation, de fait, elle existe, elle est là. Alors, moi, je pense qu'il faut la combattre et rappeler comment on le fait. Après, effectivement, par rapport à des médias indépendants, la force de frappe, l'audience n'est pas exactement la même. Voilà. Moi, pour faire suite à ce que tu dis, je suis globalement d'accord. Sur ce que tu dis sur LR et le RN, je pense qu'il y a un exemple qui est très précis de ce que tu décris. C'est un personnage qui s'appelle Guillaume Carayon, ancien président de l'UNI. Perso, j'étais à la fac avec. Wouh. Il est humainement très sympa. Guillaume Carayon, c'est le fils de Bernard Carayon, qui est un ancien politique de droite extrême, on va dire, qui est aussi un ancien du GUD. Et Guillaume Carayon, ça a été le premier à suivre Ciotti, et il est passé de président des jeunes LR à numéro 2 de l'UDR. Donc voilà, la transition se fait aussi beaucoup par la jeunesse, et il vient lui-même aussi du coup de l'UNI. Après, sur les médias, moi, ce que je pense, la question du service public, elle est très compliquée, parce qu'en fait, il faut comprendre comment fonctionnent les médias. Et aujourd'hui, le service public, notamment la radio, moi, je connais beaucoup la radio, mais ça marche aussi sur la télé, service public, c'est des jeunes pigistes. Pour le contexte, moi, j'ai 26 ans, tous mes copains sont sortis d'école, ont le même âge que moi, on est tous sortis d'école de journalisme, la majorité sont encore pigistes. Et c'est un système qui, broie les gens. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement fatigant. Le recrutement à Radio France, ça se passe où d'abord vous êtes pigiste pendant plusieurs années, ensuite vous êtes présenté à un concours interne par votre station de radio qui s'appelle le planning. C'est hyper concurrentiel, et quand vous avez le planning, vous gagnez le droit de rentrer sur le secteur des CDD, où on vous propose des CDD à la chaîne pour ensuite avoir l'espoir que 3, 4, 5 ans plus tard, vous ayez peut-être un CDI dans une locale que vous choisirez pas. Donc voilà, c'est sur la radio, c'est extrêmement dur et ça broie les gens. Ensuite, le système médiatique aujourd'hui, notamment audiovisuel, fait qu'on est tout le temps dans l'urgence. Donc les journalistes n'ont pas le temps de travailler correctement. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que Tiffany Joncourt, il y a une seule personne, un seul journaliste sur un plateau qui lui a posé la question de pourquoi votre mari est néo-nazi, pourquoi vous êtes pote avec tous les identitaires de Lyon. Ce garçon-là, c'est un adulte très professionnel. Il est journaliste politique à BFM Lyon, donc c'est pas le service public, c'est pas non plus l'extrême droite, c'est du local. Et lui, il lui pose la question, et elle le tège alors qu'il essaye de faire son travail. Et c'est la seule personne qui lui pose cette question. Elle le tège en direct en lui disant, basiquement, en sous-entendant qu'il lui pose cette question parce qu'il est misogyne. Et lui, je ne sais pas s'il s'est fait engueuler par sa direction, mais c'est possible qu'il se soit fait engueuler par sa direction, parce qu'en fait, quand on pose une question un peu trop à côté, on se fait engueuler tout le temps. Et c'est pas que sur la question de l'extrême droite. Moi, j'ai une copine qui bosse pour une radio publique, je dirais pas laquelle, pour pas la mettre en danger, qui a voulu faire un sujet sur la préparation des bateaux pour la flottille pour Gaza, Southern Madlins, qui part la semaine prochaine. On lui a dit « Ah ouais, mais si tu fais un sujet trop long, tu vas avoir des propos antisémites. » Elle disait « Mais ouais, mais mon angle, c'est des marins bretons qui font un bateau humanitaire. Enfin, comment ça, je vais avoir des propos antisémites ?» Le sujet n'existe pas aujourd'hui en radio publique, parce qu'il y a le risque qu'elle se fasse engueuler. Si elle pose les journalistes pigistes, puisqu'en fait, c'est des journalistes pigistes qui font les radios du matin, beaucoup, qui font les journaux du matin, s'ils posent des questions un peu trop agressives à des représentants politiques, et souvent les questions agressives posées à des représentants politiques vont être posées des représentants politiques qui font de la merde, donc beaucoup l'extrême droite, ils vont se faire engueuler parce qu'il y a cette idée de neutralité du service public. Et donc voilà, c'est tout. Non mais je comprends que ce soit frustrant,
c'est extrêmement frustrant, et en tant que journaliste, c'est extrêmement frustrant. Mais il faut comprendre aussi les conditions de travail de qui fait l'information. Et le fait de, typiquement, couper les subventions au service public fait qu'on a un service public de mauvaise qualité, qu'on a des journalistes qui ne peuvent pas travailler. Aujourd'hui, il y a des coupes budgétaires en permanence à Radio France. Sur France Musique, ils ont coupé tous les journaux du matin, et là, ils ont rajouté un flash à 6h30 sur France Musique. Alors oui, France Musique, c'est pas grand-chose, hein. Il n'y a que des vieux qui écoutent du classique. Bah non, il y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent France Musique. Sur France Culture, ils coupent des journaux. Avant, il y avait un 22h, il n'existe plus. Et c'est des journalistes qui perdent des emplois, en fait, qui perdent des jours de pige, qui perdent du travail. Et on a aujourd'hui une ministre de la Culture, Rachida Dati, qui s'acharne. Et ce n'est pas la seule, hein, c'est la suite d'une longue suite de travail qui s'acharne à saper le service public. Et ça nous donne de la mauvaise information. Donc oui, c'est très frustrant, mais la lutte pour le service public fait que si on subventionne le service public, si on l'entretient, on aura des journalistes qui auront plus de temps et plus de paix de l'esprit pour travailler, et donc du coup qui pourront mieux travailler. Il y a aussi la question de la presse locale. Alors souvent la presse locale, ils sont dans des trucs assez compliqués. Je suis désolée, c'est long, mais pour moi c'est vraiment important comme sujet parce que c'est important de comprendre comment ça marche. Et je sais que quand on est militant politique, puisque je l'ai moi-même été, la presse c'est frustrant. Les journalistes c'est chiant. En vrai, genre je sais, on est chiant. C'est d'ailleurs pour ça que moi je travaille pas sur la gauche, parce que je suis de gauche. Enfin, voilà, on est chiant, mais parce qu'on a des conditions de travail et qu'on a des gens qui nous attendent au tournant en permanence. Quand on est en presse locale, en PQR, on travaille au quotidien avec des gens. Et si un jour, imaginons, je travaille pour le groupe EBRA dans la région de Valence, et soudainement, le Rassemblement national dans la région de Valence n'est pas content d'un article que j'ai écrit et me coupe l'accès à tout. Ben, je ne peux plus travailler, en fait, tout simplement. Et ça ne se passe pas que sur les questions politiques, hein, ça se passe aussi beaucoup sur les questions économiques. Mais il y a des moments aussi où la presse locale, ça sauve tout. Pendant les dernières législatives, nous, on était une dizaine à Paris à bosser. On avait des sources qui venaient de partout. Et puis, en fait, ceux qui ont fait une énorme partie du travail de terrain pour épingler les candidats RN, c'était la presse locale. Ils ont fait un travail de fou. Donc voilà, il faut comprendre aussi que le journalisme, ce n'est pas des opposants politiques. En majorité, l'immense majorité de l'information française est produite par des gens extrêmement précaires qui travaillent au lance-pierre, qui sont payés au lance-pierre et qui n'arrivent pas à travailler correctement. Donc voilà, ça, je pense, voilà, typiquement sur l'audiovisuel public, il faut le subventionner et c'est important. Après, sur la question des ruptures internes, je ne sais plus qui avait posé la question sur les scissions, etc. Je suis désolée, je speedrun sur les autres questions parce que j'ai parlé 3 siècles. Sur les ruptures internes, globalement, en fait, les radicaux qui sont assistants parlementaires et autres savent que c'est le jeu et que si jamais ils sont chopés, ils vont se faire tège et il n'y a pas de rancœur parce que bah, c'est le jeu. Donc ça vaut le coup de tenter. En plus, oui, après, entre groupuscules, il y en a qui ne peuvent pas se blairer, il y a des embrouilles internes comme... Voilà. Oui, voilà. Mais en tout cas, entre les radicaux et le RN, c'est le jeu. Après, les radicaux sont toujours vexés à chaque fois que Marine Le Pen dit qu'elle n'a rien à voir avec eux et que c'est des nazis, mais bon, ça c'est... Voilà, ils reviennent après, de toute manière, ils reviennent toujours. Sur les listes municipales, j'y crois 0. Je vais beaucoup travailler cette année, ça va être super. Voilà. Merci. Juste pour dire un mot sur la question sur le plan, sur le fameux plan Matignon et de savoir aujourd'hui le RN s'est un peu restructuré, donc ils ont réorganisé ce qu'ils appellent leur pôle pour valider les candidatures. Ces 2 députés, c'est Thomas Ménager et Julien Audoul, qui sont en charge de valider normalement chaque candidature après des entretiens, des échanges avec les candidates et les candidats pour s'éviter ce qui s'est passé en 2024. Ça, c'est pour la partie législative. Sur la question des municipales, c'est Julien Sanchez, qui est l'ancien maire de Beaucaire, qui est aujourd'hui un député européen, qui, lui, normalement, est à la tête de la commission électorale sur les questions des municipales. Et sur la réorganisation interne de toutes les candidatures, c'est Alexandre Nikolic, qui est un pur produit du Rassemblement national et qui est aujourd'hui un député européen. Et donc, ils ont mis ces gens-là, puisque leur fameux plan pour avoir des candidatures qui étaient propres et qui ne s'exposaient pas à tout ce qui a été révélé par la presse n'a pas marché. Mais je partage ce que dit Daphné. Là, on était sur une élection législative, donc c'est-à-dire 577 candidats. C'est entre guillemets facile à contrôler si on veut vraiment se donner les moyens de travailler sur nos candidates et nos candidats.
Là, on est sur une élection municipale. C'est des listes, c'est des milliers de candidats. Donc évidemment qu'il y aura un travail très important à mener. Et pour répondre à ta question sur la question des médias, c'est aussi notre rôle, et il faut qu'on aide la presse indépendante, celle qui se mobilise. Et je pense évidemment à Blast, Politis, Street Press, tous ces médias qui font un travail incroyable et qui ont besoin aussi du relais des parlementaires, qui ont besoin d'abonnements de soutien, qui ont besoin que des gens participent, à leur donner les moyens de faire un travail d'enquête permanent qui est, nous, essentiel. Nous, comme parlementaires, très sincèrement, on s'appuie sur les enquêtes de Pure Politique, de Street Press, de tous ces médias qui sont, pour nous, des points de repère, puisqu'ils mènent des travaux d'enquête approfondis que les autres médias ne font pas. C'est grâce à des médias comme Le Jour qu'on a pu voir que des groupes Facebook avaient été infiltrés par des dizaines de députés du RN, parce que nous, on n'a pas le temps comme parlementaire, c'est notre boulot, c'est un boulot de journaliste de faire ça. Mais on a aussi besoin d'avoir ces médias-là, et un média, il ne marche pas s'il n'y a pas de moyens, ça a été très bien dit. C'est-à-dire si on coupe des subventions, si on applique des plans d'austérité, qu'on donne des conditions de travail très difficiles, avec des objectifs à court terme, et pas d'aller sur le fond des choses, ça donne une information qui n'est pas de qualité, qui est une information de merde, pour être très clair. Donc on a aussi besoin d'avoir ce travail-là. Ensuite, dernier élément, et parce qu'on est déjà dans le timing horaire, sur la question de comment on se protège. Ça a été évoqué, de comment on manifeste face à l'extrême droite, contre l'extrême droite, comment on mène des batailles de terrain. Parce qu'effectivement, on est face à des gens qui sont violents, qui légitiment, qui organisent, qui théorisent le passage à l'action et de tabasser des militantes et des militants. Moi, si j'ai quelques conseils à donner, et on les donne souvent, ces conseils, c'est des choses qui sont très simples, mais par exemple, quand vous collez des affiches, que vous allez distribuer des tracts, ne le faites jamais seul. Il faut le faire toujours à plusieurs. N'allez jamais prendre votre voiture à 22h pour dire je vais aller coller, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui attendent ça, qui surveillent, qui vont voir qu'est-ce que vous allez faire. Évidemment, moi je suis député de Seine-Saint-Denis, c'est pas la même réalité, mais j'avais échangé à l'époque avec des camarades lyonnais. Par exemple, quand ils tractaient à la sortie des métros, ils se mettaient à l'époque où il y avait une rue à Lyon, dans le vieux Lyon, où il y avait 5-6 locaux de groupuscules d'extrême droite. Quand ils tractaient, ils se mettaient à l'entrée du métro, là où les caméras de vidéosurveillance pouvaient voir, où il n'y avait pas d'angle mort, parce qu'ils se disaient si on se fait attaquer ou si on se fait agresser, on aura au moins des images, et peut-être que le fait de savoir que ces gens sont filmés, c'est pas toujours le cas, ça les retient aussi. Ça pose aussi la question, mais Inès l'a dit, et la question de ce que la jeune garde notamment a théorisé, l'autodéfense et des brigades populaires, comment on fait pour lutter contre l'extrême droite, c'est comment on forme nos services d'ordre, comment on forme des camarades pour encadrer les manifestations, pour faire en sorte que celles et ceux qui veulent manifester contre l'extrême droite puissent le faire en toute sécurité, ne se disent pas est-ce que je vais aller samedi à la manif et je risque de me retrouver, un, soit en garde à vue, ce qui peut être le moins pire, soit deux, de me faire tabasser parce que je vais partir après avec des nazis qui vont me poursuivre. Il y a aussi une chose qui peut paraître anodine, mais il y a un des dangers quand vous manifestez contre l'extrême droite, c'est pas quand vous êtes forcément dans la manifestation. C'est pas quand vous êtes forcément dans le cortège. C'est quand vous quittez le cortège et que vous rentrez chez vous, vous allez à la bouche de métro, tranquille, vous gardez souvent votre t-shirt, votre autocollant, vos logos. Il faut toujours surveiller. Nous, c'est une des premières choses qu'on nous dit quand on est parlementaire, parce qu'on est évidemment encadré dans les manifs, on a déjà qui nous accompagnent, mais souvent, on est comme les autres. Quand on en a marre de la manif ou quand on a un truc à faire, on sort sur une rue à côté, on va à la bouche de métro, on prend le métro, on rentre chez nous. Ça, on le fait plus. On fait attention, on regarde qui c'est qu'il y a, et on regarde comment on organise la sortie de la manifestation. Tout ça, c'est des précautions très fortes à prendre, mais si on ne vous donne pas les codes, si on n'explique pas ça, et si on ne travaille pas avec des camarades qui encadrent les manifs, on ne peut pas le deviner. Parce que quand on vient à manifestation, on vient dans un moment qui est festif, revendicatif, souvent parce qu'on vient aussi avec des amis, avec des potes, et après on va continuer après la manif en soirée. Tout ça fait partie aussi de la mobilisation. Et aujourd'hui, on est face à des gens qui attendent ces manifestations, qui attendent des mobilisations pour mener des actions violentes parce qu'ils savent que les gens sont ciblés et sont au même endroit. Donc il faut faire extrêmement attention, il faut prendre des mesures de précaution. Ça peut paraître compliqué parce qu'on se dit on n'est pas là pour faire attention à quelle heure on prend le métro, comment on sort de la bouche de métro, comment on va de la manif. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est face à des gens qui sont violents, face à un rôle du maintien de l'ordre qui, je mets des guillemets, qui peut interroger sur la gestion du maintien de l'ordre. Et je termine vraiment là-dessus parce qu'on va dépasser l'heure. Quand il y a eu la mobilisation, l'espèce de manif du collectif du 9 mai à Paris, les seuls militantes et les militants qui ont été arrêtés dans la manif, c'est des militants antifa qui étaient allés dénoncer le fait que des nazis défilent à Paris. Après, il y a eu 2 ou 3 arrestations parce qu'il y a eu des tels saluts nazis qui ont été révélés que c'était pas possible de passer quand même en dehors. Mais on a aujourd'hui
des gens qui avaient été ciblés parce ils étaient dans la rue, ils dénonçaient simplement de manière pacifique et très claire le fait qu'il y ait des nazis qui passent. Donc voilà, tout ça c'est une organisation à avoir et vraiment je le dis, j'en profite pour remercier tous les camarades du SO qui sont là en permanence sur nos événements, sur nos mobilisations parce que c'est parfois un travail ingrat, vous pouvez rester 4 heures à garder une porte qui est vide. Mais on a besoin d'avoir des camarades partout dans tous les espaces pour sécuriser le périmètre. Donc si vous avez des camarades qui sont intéressés, inscrivez-vous aux formations du SO, participez, allez les voir parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est aujourd'hui eux qui permettent, en tout cas nous, comme parlementaires et comme militants insoumis, quand on va dans une manifestation, on sait que le cortège il a été préparé, organisé, on a des points de sortie, on sait on doit rentrer, on sait on doit sortir. On sait qu'on a des camarades qui sont là pour sécuriser notre présence, donc c'est extrêmement important. C'est pas, le service d'ordre, c'est pas quelque chose à côté du mouvement politique. C'est pas quelque chose à côté du militantisme, c'est partie intégrante de notre organisation politique et du fait qu'on puisse aujourd'hui se mobiliser, parce que si on n'avait pas de service d'ordre, si on n'avait pas de bénévoles qu'on a aujourd'hui sur des amphis, on ne pourrait pas tenir une telle organisation sans la présence de ces gens-là. Donc voilà, et encore merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui.